nous sommes de retour sur Direct Gestion, toujours en compagnie de Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien, et de Jean-Louis Mourier, économiste chez Aurel BGC. Alors, on a parlé de la zone euro, de l'euro-dollar, du pétrole également dans cette première partie. Deuxième partie, on va se consacrer à la location. Où faut-il investir cette année? On a un début d'année, on va dire, très compliqué qui s'annonce. En tout cas, cette première séance de l'année est baissière. On a eu cette contraction de l'activité chinoise, donc qui confirme le ralentissement chinois et qui a fait baisser les bourses. D'ailleurs, on en parlait ensemble. La bourse chinoise qui a été arrêtée, suspendue, c'était un signal plutôt négatif. Alors, on a quand même du rendement sur les actions. On en a eu en 2015. On en aura, selon vous, également en 2016. C'est là qu'il faut aller quand même sur les marchés actions européens. Alors, du rendement, oui, bien sûr. Moins. Moins qu'en 2015. Mais il y en aura toujours. Alors, moins qu'en 2015. Il y aura probablement moins qu'en 2015. Surtout si on est dans un contexte de volatilité. On sera dans un contexte également de plus grande frilosité. Donc il y aura moins d'investissements, ce qui veut dire à terme moins d'emplois. Donc on va se replier sur des schémas qu'on a bien connus et travaillés en 2014 et 2015, c'est-à-dire qu'on va regarder essentiellement les marges des entreprises, on va voir qu'elles n'ont pas de potentiel de progression. On choisira parmi celles qui ont les meilleures marges, on continuera de privilégier les meilleurs dossiers. Donc les bons élèves seront encore de meilleurs élèves, seront encore plus présents dans les portefeuilles. Tout ce qui présente un risque sera délaissé. Et il y a peut-être quand même une possibilité, avec une évolution des cours du pétrole positive, de voir les parapétrolières revenir un petit peu en grâce. Je parle en Europe, je parle de titres comme Tenaris, Vallourec, Technip et autres. Aux États-Unis, à moins de voir le pétrole revenir au-dessus de $60, et ce n'est pas mon hypothèse, même si on ne peut pas l'exclure formellement, il faudra quand même rester à l'écart des pétrolières et parapétrolières américaines, ce qu'on appelle surtout les juniors, celles qui sont les moins solides, celles qui sont les plus endettées. Et je pense qu'en 2016, les valeurs les plus endettées vont certainement commencer à faire de plus en plus peur pour deux raisons. Un, il va falloir trouver des gens qui ont envie de prendre du risque en achetant des valeurs offrant des rendements élevés, de plus en plus élevés, du high yield. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que le marché obligataire devient de plus en plus illiquide. Donc, pour des raisons techniques et dans un marché volatile, on a tendance à privilégier évidemment les domaines dans lesquels on peut rentrer, sortir facilement. Et ce qui sera probablement de moins en moins le cas. Jean-Louis, sur les marchés actions, est-ce que vous êtes également positif? Philippe disait qu'on n'allait pas forcément avoir de bonnes surprises sur les valorisations des sociétés, sur les publications de résultats. Est-ce que vous estimez que on aura une année entre deux? Je crois que globalement, si vous regardez les attentes, ça reste relativement modéré. On a eu les gros titres de la presse du week-end sur les consensus sur les bourses. On est sur entre 8 et 10%, ça sera peut-être 12 ce soir parce qu'il y a une baisse forte aujourd'hui. Mais globalement, c'est quelque chose qui reste relativement modéré, qui peut justifier pour plusieurs éléments. Philippe en a cité une partie, notamment la stabilisation, voire rebond des cours des matières premières. On a vu que, notamment dans toute la deuxième partie de l'année dernière, une grande partie de la volatilité ou du caractère erratique des évolutions des places boursières, notamment européennes, était liée au cours du pétrole. Donc ça, c'est un élément qui était négatif, qui devrait l'être moins cette année. Et même s'il faut se méfier, sur le rebond des cours du pétrole, on a vu que les tensions, le regain de tension entre l'Iran et l'Arabie Saoudite était de très courte durée pour l'instant, a été largement surpassé par la déception sur la croissance en Chine ce matin, puisque les cours du pétrole ont rebaissé après la publication du PMI Chine en Chine.
Donc c'est quelque chose qui est dans toutes les prévisions, mais qui n'est pas encore sûr. Cette année, on va surveiller donc le pétrole, c'est ça? Le pétrole, c'est une thématique qui reste très importante, qui était déjà importante au dernier trimestre l'année dernière, qui reste très importante. On va surveiller ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'évolution de la politique monétaire américaine notamment, qui va déterminer. Philippe insiste beaucoup sur la politique monétaire de la Banque centrale européenne. Moi, je pense que jusqu'à la fin de l'été, on n'a pas de surprise à attendre, donc c'est un élément qui, pour nous, sera un petit peu moins important. Et puis, on va surveiller effectivement les marges d'entreprise. Et de ce point de vue, nous, on pense qu'il y a de potentielles bonnes surprises au regard des évolutions récentes des consensus. C'est-à-dire qu'on a eu, à l'été dernier, quand on a eu la première grosse déception sur l'industrie manufacturière chinoise, un décrochage des anticipations de BNPA en Europe, beaucoup plus fort que ce qu'on a observé aux États-Unis. Et cet écart, dans un contexte où l'euro-dollar, on le disait tout à l'heure, l'euro devrait continuer à se déprécier face au dollar, n'est pas vraiment justifié. Et on pourrait avoir de bonnes surprises de ce point de vue par rapport à ce qu'est le consensus aujourd'hui, pas dans l'absolu, si vous voulez. Alors, d'un point de vue de l'allocation, aujourd'hui, Philippe, vous, qu'est-ce que vous recommandez? On a bien compris que vous disiez, voilà, les actions vont performer, mais à défaut, parce qu'il n'y a rien d'autre sur lequel aller. Qu'est-ce qu'on vous recommandez donc pour 2016? Alors là, je m'adresse à des investisseurs avertis. Si je ne vois pas de potentiel de progression sur les actions, je ne vais évidemment pas en recommander l'achat. Il y a forcément un phénomène qui n'a échappé à personne, c'est l'accroissement de la volatilité depuis le 20 août 2014, où on a vu des pics de 30 à 40% de volatilité en une séance. Donc ces instruments-là sont les seuls que l'on peut jouer, j'aime pas le terme, mais en tout cas, c'est quand même en grande partie une sorte de jeu, puisque ça tient à la nature de ce type d'investissement, c'est les dérivés de volatilité. Alors, c'est malheureusement pas accessible à tous les investisseurs, ça ne se met pas dans un PEA, mais dans le contexte actuel et avec on en est déjà à 3 pics de volatilité de plus de 40 à 50% en une semaine depuis le mois d'août, il est évident que c'est l'instrument à privilégier. Alors maintenant, est-ce qu'il faut acheter des actions? Peut-être que sur certains gros trous d'air, et parce que on voit qu'aujourd'hui, l'essentiel du volume quotidien se fait au travers des ETF, c'est-à-dire des paniers non discriminants, il est évident qu'avec des à-coups, d'un seul coup, on va voir des moins 5, moins 6 sur le marché, et tout sera balancé de la même façon par des machines hyper fréquences. Comme on dit, on va jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc là, il faudra tendre un filtre avec des critères de qualité, etc. et ramasser à chaque trou d'air des valeurs qui ont un potentiel de rebond. Mais comme on dit, il va falloir la jouer courte. C'est-à-dire que si on perd 5-6% et qu'on a certains dossiers qui en perdent 10%, de façon injustifiée, il va falloir être très sélectif, ramasser ces valeurs, jouer un rebond de 7-8%, et puis attendre le prochain. C'est plus de la stratégie, c'est plus de la tactique en fait que de l'allocation d'actifs. Par contre, jouer la volate, oui, ça pratiquement toute l'année. Jean-Louis, est-ce que vous êtes également partisan de cette stratégie? Est-ce que vous estimez que là, aujourd'hui, l'année qui s'annonce est plutôt pour des traders avertis, qu'il vaut mieux avoir une stratégie donc, tactique, comme le disait Philippe? Oui et non. Après, le trading est une partie importante du métier des gens d'actifs et une partie importante de ce que font les particuliers qui interviennent sur la bourse. Le problème avec la volatilité, c'est qu'elle est elle-même très volatile en ce moment. Donc c'est un petit problème. Après, mais au-delà de cette certainement plus grande volatilité effectivement cette année, notamment en lien avec les incertitudes économiques dont on parlait tout à l'heure, il y a quelques éléments à garder en tête. C'est-à-dire que sur les marchés actions, beaucoup vous disent les émergents vont aller un peu moins mal. On a vu avec les chiffres chinois ce matin que c'est pas à jouer, que l'appréciation du dollar peut remettre ça en cause. C'est surtout beaucoup trop tôt pour en avoir pour aller tout de suite sur cette thématique. Alors, je sais bien qu'il vaut mieux anticiper. Certains gérants pourtant commencent à dire voilà, qu'il pourrait y avoir des points d'entrée sur les pays émergents. Pour vous, c'est trop tôt.
Oui, c'est trop tôt parce que on l'a vu ce matin, hein, un chiffre chinois entraîne l'ensemble de la zone Asie à la baisse. Si la Chine va pas mieux, l'Amérique latine va pas aller mieux non plus. Le Brésil va encore s'enfoncer encore plus dans la récession. Donc c'est un petit peu dans les émergents, si vous voulez vraiment faire un pari, jouer le changement politique en Argentine et ses éventuels effets positifs sur l'économie. Mais c'est la seule chose à jouer. Voilà. Alors si on reste plus classique, on va dire zone euro, ou États-Unis ou Japon par exemple, quelles sont les thématiques à privilégier? Alors justement, en lien avec ça, nous on resterait à l'écart pour l'instant des valeurs liées à l'économie mondiale et aux économies émergentes. C'est-à-dire tous les grands secteurs matières premières, produits intermédiaires, certains biens d'investissement, certains biens de consommation aussi, ou une partie de la distribution. On resterait plus concentré sur les secteurs qui sont plus sensibles, au moins dans la zone euro, qui sont plus sensibles à la demande domestique, à l'activité domestique. Donc là, c'est plutôt les zones euro, là, dans ce cas-là. Plus zone euro. Jouer les États-Unis, après, ça dépend ce que vous faites de votre risque de change, est-ce que vous le couvrez ou pas. Il y a deux paris à faire en un, donc c'est ce qu'il faut garder à l'esprit. Et pour le reste, il y a des secteurs qui peuvent être considérés comme prometteurs d'un point de vue fondamental, notamment le secteur financier, mais qui souffrent aujourd'hui d'une incertitude réglementaire encore importante. C'est-à-dire que vous avez tous les mois, toutes les semaines, des autorités nationales, internationales qui viennent pour dire alors tel ratio, on l'a mis à tel niveau, on va le remonter un petit peu parce qu'on n'est pas sûr que ça suffise en termes prudentiels. À ces ratios officiels, vous rajoutez les exigences de marché qui sont en général de 3 points au-dessus. Donc ça coûte aux banques et aux assurances et ça peut peser sur leur profit. Les small caps surperforment souvent, enfin en tout cas de manière générale, les large caps. Est-ce que c'est une classe d'actifs qu'on peut encore privilégier, même s'il y a ce problème de liquidité régulièrement et de volatilité qui n'est pas forcément favorable à cette classe d'actifs, selon vous? À la fin de l'année 2015, elle a été extraordinaire. Vous avez des dossiers comme Rosilex qui ont progressé de plus de 100% en une semaine. Là, je dois vous avouer que je suis un peu dépassé par les événements. Les small caps, il y a toujours effectivement des dossiers, mais c'est un discours qu'on peut tenir en permanence. Il y a toujours parmi oui, mais c'est vrai que le contexte actuel caps, n'est pas forcément favorable aujourd'hui aux petites valeurs. Absolument pas, parce que dans un contexte de volatilité, ce qui prime d'abord, c'est la liquidité, c'est le fait que le gérant sente qu'il n'est pas coincé, qu'il ne risque pas de rester collé. Voilà. Alors, sur certains dossiers small cap, si on est certain qu'il y a un deal qui est en train de se mettre en place, qu'il va y avoir une fusion, quand on sait quelque chose, on va y aller. Naturellement, mais jouer le secteur globalement, faire une rotation sectorielle, sortir un peu des cycliques qui ont bien performé en 2015 sur le CAC 40, des automobiles pour aller se mettre sur le compartiment C Euronext, je n'y crois, mais alors pas une seconde, naturellement. Allez, il nous reste une minute. Vos 3 convictions, si ça peut être secteur ou valeur ou thématique pour 2016. 3 convictions. 1, surperformance des bourses européennes, à la fois sur l'obligataire et sur les bourses américaines. Rester à l'écart des émergents au moins pendant 3 à 6 mois. Et l'appréciation du dollar qui va se poursuivre. Philippe? Je vais rejoindre Jean-Louis parce que, comme il dit, et je partage assez bien son avis, appréciation du dollar signifie encore plus de difficultés pour des émergents qui souvent sont endettés en dollars. Ils ont moins de croissance et ils vont devoir rembourser plus d'argent. Ça, c'est absolument mortel. Alors, on n'a pas parlé du tout de l'or depuis 25 minutes. Donc, pourquoi pas, effectivement, s'imaginer que l'or joue dans un contexte géopolitique tendu. Donc je dirais que ça commence éventuellement à se dessiner au Proche-Orient depuis ce week-end. Le contexte géopolitique tendu, possibilité effectivement de voir l'or ou l'argent devenir un petit peu plus attractif. Et puis voilà, si je vous disais, il y a la volatilité, et réservée effectivement aux amateurs de sensations fortes. Merci beaucoup messieurs. Jean-Louis Mourier, donc économiste chez Aurel BGC, et Philippe Béchal, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. C'est la fin du débat de Direct Gestion. Tout de suite, Direct Investisseur.